Alors, amateurs de motocyclette, bonjour. Toute nouvelle vidéo sur Moto Radio. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a donné envie de faire des choses, de voyager, que je suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, je n'osais pas l'aborder. Et c'est un ami en commun qui nous a mis en contact. C'est Philippe Delaporte qui a fait le tour du monde en 928. Et je ne le remercierai jamais assez. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas encore fait de vidéo de Philippe. Il faut le faire. Ah non, mais c'est prévu. Lui, c'est prévu. Il est incroyable. C'est prévu. Et donc, je suis avec Éric Massier-Dubiest, qui est le dirigeant, fondateur, directeur commercial, communication et organisationnel. La locomotive. La locomotive de T3 Aventure. Je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux et YouTube T3 Aventure, qui est une agence d'événementiel autour de la passion mécanique, que ce soit à 4 roues ou à 2 roues. Ce sont des aventures humaines, des voyages. L'auto et la moto ne sont qu'un outil pour en tout cas vivre ces aventures. Il y a beaucoup de valeurs très positives autour de ces voyages. Et donc, j'avais envie de rencontrer Éric et de lui dire combien j'admirais son boulot. Et du coup, il va nous présenter un petit peu tout ce qu'il a fait. Tout ça, ça a commencé un petit peu grâce à... là, on est sur une Africa Twin CRF 1000, mais ça a commencé il y a bien longtemps, et c'était à 4 roues. C'était avec une traction avant. C'était avec une traction avant. Citroën. La voiture des gangsters. Ouais. Alors, c'est pas un gangster. Voilà, c'est une blague. Ouais, j'ai commencé avec la traction avant dans les années 80. Je suis tombé amoureux de l'image de la traction à travers un film de Jean-Jacques Benex. Et puis j'ai tout quitté. J'étais fonctionnaire, j'étais dans l'enseignement, j'ai tout foutu à la baille. Et je suis parti faire un tour du monde avec des copains. Et puis après ça, je suis reparti faire un autre tour du monde pour une autre cause avec une voiture à vapeur, 1922. Le truc à pas faire, hein, je vous conseille, ne partez pas faire un tour du monde avec une voiture à vapeur, je vous assure, c'est galère tous les jours. Mais c'est une super école de la vie. Oui. C'était fabuleux en fait. Et puis ensuite, je suis parti vivre en Australie. Et puis parce qu'on me l'a demandé, j'ai commencé l'épopée des raids track bar, des raids d'aventure humaines, découvertes, avec des gens normaux qui font des voyages extraordinaires. Et puis un jour, en revenant d'une expédition à travers l'Afrique, on avait traversé l'Afrique sur les traces de la croisière noire, Citroën de 1924. Épisode également à découvrir sur la chaîne YouTube. Ouais, vous allez voir ce qu'une traction est capable de faire. C'est pas une vieille voiture. C'est incroyable. Ouais. Ouais, bon, bref. Et en revenant de cette expédition de 5 mois à travers l'Afrique avec 2 tractions, j'ai reçu un coup de fil d'un gars que j'avais croisé une fois ou deux, je pense, et qui lui salue. C'est Jean-Michel Cabret. Je suis le patron de BMW France et j'aimerais qu'on se voit pour que tu organises des voyages en moto avec des GS. Parce que à l'époque, ils avaient un problème de marché, c'est-à-dire que la RT, la moto routière, se vendait plus que la GS, qui était une anomalie par rapport au marché international. Donc il m'a dit, je te donne 3 ans avec un budget, une mission, et tu essayes de m'aider à faire remonter la GS au-dessus de la RT. Donc moi j'aime bien les challenges, et puis j'ai jamais organisé de voyage moto, je roulais en GS, mais je ne suis pas spécialiste. Puis on est parti sur un premier voyage en 2008, j'ai appelé le Gringo, en Amérique du Sud. Je suis retrouvé avec une quarantaine de motos, on a fait des trucs incroyables, j'ai vraiment kiffé mon boulot. Après, en 2009, on a fait traversée d'Australie, on a fait 3 voyages avec un total de 16 000 km. J'ai adoré aussi, je connais l'Australie par cœur, donc c'était facile pour moi. Et puis en 2010, on a fait l'Afrique australe, 6 pays d'Afrique australe, pareil, une trentaine de motos et un voyage de fou. Puis après, je me suis dit, bon, j'ai fait mes 3 ans de mission, bah ça, je vais retourner faire autre chose. Et non, je suis comme un hamster, tu sais, dans la roue. Je tourne, je fais des tours du monde en moto et donc j'aide des gens à vivre des voyages aventure avec leur bécane. Et notre spécialité, donc j'ai ramené T3 en France. Au début, c'était fondé en Australie. Et notre spécialité, c'est d'aider les gens à vivre leur rêve de voyage aventure. On les forme, on leur apprend à piloter ceux qui ne savent pas. Je me fais un guide. Il y a des petits stages. Il y a des stages. Oui, le guide, on va en parler après. Et donc on les aide à piloter, on leur fait la logistique, on transporte les motos à l'autre bout du monde, on les met sur des châssis, on a une assistance technique, on fait les visas, les passages de frontières, on a une licence médicale. Donc en gros, c'est ils libèrent leurs rêves
Nous, on est juste là pour dire où on va, comment on y va, Ouais. mais c'est eux qui font le voyage. Ouais, ouais, ouais. C'est une vraie difficulté. C'est pas un voyage Club Med. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'ils font qu'il y ait les bornes, Ouais, on est loin de chez soi. c'est pas de l'enduro, Il fait chaud, mais il fait froid. c'est de l'endurance. Oui, Voilà, et puis il y en a beaucoup qui viennent avec leur femme en ouais, passagère, en ouais, duo. ouais. Donc j'aurais toujours jamais assez d'admiration pour les passagères. Ouais. Moi, je le ferais pas. Parce que c'est très long. Ah, et puis ouais, puis c'est passagère quoi. T'es Ouais. derrière, tu Ouais, ta ouais. tête, tout ça. C'est compliqué. Donc voilà, et puis bah, ça dure depuis 2008. D'accord. Donc pour parler chiffres, Ouais. un journaliste m'a demandé un jour combien on fait de kilomètres. Si je prends les kilomètres accumulés par chaque client sur tous leurs voyages, avec tous les voyages T3, on a dépassé les 5 millions de kilomètres. Ah oui. Ouais, avec C'est des incroyable. centaines. Mais on n'a jamais abandonné une moto. Ouais, ouais. Des fois, on a eu des gamelles, des machins, Ouais, on a ouais. toujours ramené les motos. Ouais. Donc on n'est pas dans le Paris-Dakar. Ouais, ouais, ouais. Le Dakar, c'est un peu. C'est par élimination, quoi. Ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est sportif. C'est sportif, il y Là, a toujours 30-40% ouais. des mecs Bien sûr. qui disparaissent Ouais, du tableau. vous êtes, Et nous, on amène les gens au bout. Ouais, donc, c'est une découverte. Ouais. c'est pas de la compétition. Ah ouais. Il y a une grosse dimension humaine, et Ouais. je le vois, moi qui ai regardé toutes les vidéos quasiment, sincèrement, je pense pas que j'en ai loupé beaucoup. Et on voit qu'à la fin de chaque voyage, les gens se tombent dans les bras, tombent dans les bras, viennent t'embrasser. Le dernier dîner, généralement, ils te prennent chacun à côté. Et donc, on se rend compte du bonheur que tu as apporté aux gens sur ce truc-là. Ouais, généralement, ils m'engueulent pendant le voyage parce que à un moment c'est dur, à un moment la Oui, pensée, oui, oui. donc ils me gueulent dessus, c'est normal, ils sont fatigués, je peux le faire. Et puis à la fin, ils réalisent qu'ils ont vécu un truc quand même exceptionnel, qui aurait peut-être pas forcément été facile à faire tout seul. Moi, je suis juste un catalyseur, hein, je suis pas rien d'autre. Et c'est vrai que j'ai du mal à mettre le mot client sur mes participants parce que la plupart sont des amis maintenant. Et on a une relation particulière. Il n'y a aucun côté business là-dedans. On voit que c'est vraiment un truc de passionné d'abord. C'est ça qui est très intéressant dans T3. C'est qu'il y a une, enfin, je le dis encore une fois, je le répète, c'est la dimension humaine, et c'est ce qui m'a aussi intéressé si je voulais être riche, je ferais un autre métier. Hein. Oui, bon, on en est tous là. C'est qu'on s'est mis à l'abri d'être millionnaire un jour. Par contre, je suis milliardaire en souvenirs, en compte humain. Je suis très très riche. Oui, parce humainement, je suis très très riche. Toi, à titre individuel, tu as fait combien de tours du monde? 6. 6 tours du monde. Ouais, et un 7e l'année prochaine. Voilà. Donc c'est quand même c'est incroyable parce que si vous regardez la page qui est derrière, qui est à jour en plus, parce que je vois je vois que, enfin, vous voyez, il y en a de partout. Hein. Tous les continents ont été visités. Il y a encore des choses à faire. J'aimerais bien aller en Alaska, à Bornéo, en Angola. Le Nord, effectivement, là il y a encore, mais bon, c'est moins facile. Mais en tout cas, il y a quand même des coins. Je vois l'Inde, je vois l'Iran. J'adore, c'est mon pays préféré. Ouais, tous les voyageurs le disent. Ah, c'est mon pays préféré. L'Iran, arrêtez de regarder les informations, les médias, l'Iran c'est dangereux. Arrêtez avec ça. On le voit quand on regarde un petit peu des vidéos, on voit la gentillesse des gens, le bonheur qu'ils ont d'accueillir des étrangers. Et surtout, ils vivent comme. Alors, ils n'ont pas un gouvernement facile. Non. Hein, les barbus, tout ça, c'est pas facile. C'est pas des gars. Mais il n'y a pas que qu'on ait des gouvernements difficiles. Hein. C'est pas des gars très détendus, faut dire. Mais par contre, non, mais on voit, il y a une vraie richesse, en tout cas, de la jeunesse iranienne, qui a envie de vivre, qui a envie de découvrir. Et ils adorent quand on vient chez eux, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui viennent chez eux. Quand on arrive en plus avec nos motos, et quand on vient par la route, mais on est des dieux, quoi. Et puis nous, c'est très beau en plus. Ah ouais, c'est l'histoire. très, très beau. N'oubliez pas qu'il y a des villes comme Yazd, 6000 ans. L'Empire perse, c'est pas une rigolade. Cyrus, Darius, tout ça, c'est histoires. C'est pas une ville nouvelle de banlieue parisienne. Évidemment qu'il y a des tensions entre l'Iran et les États-Unis, parce que les États-Unis, généralement, les dirigeants américains, ils sont pas très bons en histoire. Donc ni en géographie. Hein. Ni en géographie. Donc ils voient pas d'où vient ce peuple. Ils voient que le problème gouvernement. Mais il y a l'histoire. On ne peut pas juger sans contexte. Bien sûr. Sinon, c'est un préjugé. Exactement. On met un contexte, et si on se permet de juger, ok, on donne une opinion. Donc c'est un très beau pays pour voyager à 2 ou à 4 d'ailleurs. D'ailleurs, notre ami Philippe Delaporte avait fait un Paris-Téhéran. Il avait même été reçu comme un roi chez Porsche à Téhéran, parce qu'il y a une concession Porsche. À l'époque, et il lui avait déroulé le tapis rouge et ils lui ont fait visiter plein de choses. Non, si vous voulez vivre une belle aventure, l'Iran, ne vous concentrez pas sur les obstacles. Parce qu'il y en a, administratif, machin, en ce moment il y a le sanitaire, évidemment, ça. Mais il faut le faire une fois dans sa vie. Passer au moins 3 semaines en Iran, vous allez voir. Alors, on le dit comme ça, effectivement, ça peut sembler facile. On peut voyager à moindre coût. Hein, la moto, d'ailleurs, le permet.
Pas cher, voyager en moto. C'est justement, voilà, et quand on discute avec des voyageurs, on voit que c'est des budgets qui sont ridicules et finalement, glander 2 mois chez vous, finalement, vous dépensez beaucoup plus de pognon. On a été depuis 2012, on a dû faire 6 voyages en Iran. Et le dernier, c'était donc en 2019. Bon, on a fait Bangkok-Paris, puis après on a fait Paris-Persépolis. Ouais. Mais en gros, pour donner une idée, quand on fait le plein d'essence, l'essence, donc il y a un an et demi, ça coûtait 7 centimes de litre. Ah oui. Alors on en met partout, hein, en réservoir, Ouais, les jerrycans, on remplit tout. Ouais. 7 centimes le litre, Ouais. pas cher. Hein. Ça sert à rien de prendre des gros de l'eau. Non. Alors dans tous ces voyages, là, il y en a un qui est prévu, qui est, à mon sens, un truc pareil. L'histoire et l'idée est très bonne. C'est Tokyo. Ouais. Alors, initialement, ça devait être un départ de Tokyo, mais Ouais, on devait faire Tokyo-Paris. Voilà. L'idée, si on partait de l'usine Kumamoto, de Honda, donc, là où est fabriqué donc l'Africa Twin. ouais, à l'ouest du Japon. Et puis le Covid est arrivé. Donc le voyage qui était prévu en 2020 était reporté à 2021. Mhm. Et en ce moment, on est au début de l'année. On a encore des incertitudes sur le Japon. Donc avec les 8 participants, on s'est dit, on va inverser le truc. Au lieu de faire Tokyo-Paris et d'être contraint d'arriver vers début juillet au Japon, on n'est pas sûr que ça ouvre. On le fait dans l'autre sens. Donc on va faire Paris-Tokyo. Ce qui fait qu'on va arriver au Japon, donc on va passer par, en gros, pour Istanbul, les Balkans, la Turquie, l'Iran, tous les pays en stand. Donc ça va être dans l'ordre de Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, après la Mongolie, la Sibérie. Une fois qu'on est à Vladivostok, il y a un ferry et en 3 jours on est à Sakai Minato et on rentre au Japon et on change de planète. Ouais, totalement. Et donc on arrivera fin septembre. Et là, tous mes contacts locaux sur place me disent oui, là ça sera plus de chance, les JO seront derrière et ça sera plus facile. Et donc vous irez tout de même voir l'usine? Ah oui, Alors ça c'est rigolo. Alors moi j'ai vu, c'est jamais fait. Hein. Moi j'ai vu une vidéo, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube qui est absolument fascinante parce que c'est génial de voir cette moto prendre vie. Ouais, comment elle a ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et du coup, moi j'avoue, je rêverais de voir ça d'ailleurs. Ça doit être assez formidable. Et en plus d'amener une moto, de ramener une moto qui a été fabriquée là-bas. Ils nous envoient les motos donc par cargo dans les containers, donc ils envoient ça sur les différents marchés Honda en Europe. Et pour la première fois, il y a une moto qui part donc de l'Europe, enfin plusieurs motos, une dizaine, et qui vont retourner à l'usine pour démontrer la fiabilité, pour les remercier parce que c'est juste une moto exceptionnelle. C'est fiable, ça marche bien. Oui, si vous n'avez pas vu l'essai de l'Africa Twin, vous remontez dans mes vidéos, c'était en octobre, j'ai essayé la CRF 1100 en boîte manuelle, boîte méca, pas manuelle du coup. Non, la DCT, je ne l'ai pas encore essayé. Oui, c'est à faire, c'est à faire tout à fait. Et vous verrez combien j'ai apprécié, aimé et combien je suis amoureux de cette moto d'ailleurs. Alors pour Tokyo, tes voyageurs, est-ce que, alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un petit moment où tu les réunis bien avant, pour qu'ils se rencontrent? On a déjà fait 2 réunions. Ah oui, d'accord. On a déjà fait 2 réunions avec les teams. On va en faire une 3e le 27-28 mars en Touraine. C'est super important les réunions parce que c'est pas juste blablabla et boire des coups. C'est construire le groupe. C'est être en phase sur tous les objectifs. En gros, c'est voyager vers les mêmes objectifs. Après, chaque voyageur a son interprétation, sa motivation différente. Chacun a sa façon. On n'est pas des robots, chacun a sa vie, il y en a qui fait ça pour différentes raisons. Mais on veut être sûr que le mode de voyage, les objectifs, le timing, ce qu'on va faire pendant le voyage, les volontés de rencontrer les gens, faire des reportages un petit peu sur le thème environnemental qu'on est en train de mettre en place, tout le monde est motivé là-dessus. Et c'est ça que, en gros, si dans un groupe, comment dirais-je, le groupe c'est la force du voyage. Si tu essayes de satisfaire les individus, tu pars au casse-pipe. Oui, bien sûr. Si tu construis un groupe très fort, si le groupe est heureux, les individus vont s'épanouir dans le groupe. Et si l'individu respecte le groupe respecte l'individu. Et basta, c'est facile. Oui, puis si les gens veulent qu'on les soigne, ils vont vers d'autres trucs et ils ne sont pas du tout dans le. Pour moi, le groupe est vraiment important. Et ce groupe-là, il s'appelle les Irréductibles. D'accord. Parce qu'ils en ont marre, ça fait 2 ans qu'ils attendent, ils grattent du sabot par terre, ils n'en peuvent plus, ni qu'on aille par la fenêtre, par la porte, on s'en fout, on veut y aller. Ils viennent d'où? C'est les gens qui habitent il y en a, c'est un des fondateurs de la Mutuelle des motards, Alain, il est de Bordeaux, il y en a un autre
il est de la région parisienne. Didier, Eric, il est de Lyon. Ils viennent un peu de toute la France. Hein. Il y en a qui est suisse aussi, Alain, un autre Alain. Et ils ont de l'expérience dans les voyages. Alors, il y a des tout. Non. J'adore quand ils viennent avec zéro expérience. J'adore ça. Alors justement, donc pour ces gens-là, est-ce que tu fais des ateliers pour leur apprendre à rouler debout, par exemple, quand il va y avoir de la piste? Bien sûr. Ouais, tu leur apprends un peu à. Alors, on fait pas des stages de pilotage enduro. Non. Hein, non. Nous, faire les dérapages, les roues arrière, c'est pas ce que fait Fertini, par exemple. C'est un autre. C'est un peu pareil, mais lui, il est vraiment un peu axé compétition. Il fait super bien son boulot. Mais nous, on est plutôt dans la méthode passer sans casser. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller au bout. Alors, même si des fois, on est un peu ridicule, la façon de faire, au moins, on passe. On casse pas. C'est ça. C'est se faire plaisir sans se faire mal. Bien sûr. Il y a aussi comment passer un guet. Ouais, c'est que du bon sens. Hein. C'est pas une science exacte. Et tu mets des idées de bon sens les unes après les autres. On fait un petit bouquin, t'en fais un stage et n'importe quel. Nous, ce qu'on appelle les blaireaux, de façon affective. Moi, j'étais un blaireau longtemps, donc j'ai pas honte. Je sais pas piloter une moto sur la piste, sur le sable, je faisais n'importe quoi. Donc je me prenais des gamelles. Un blaireau. L'objectif, c'est de le faire passer du niveau blaireau à héros. Héros pour lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à traverser un continent, faire un grand voyage avec sa moto sans se faire mal et qui arrive au bout, bah forcément, son fort intérieur, il est fier. C'est ça qu'on veut. Et c'est possible. On n'a pas besoin d'être. Un pilote, il a besoin de 3 choses. Pour faire un bon pilote moto hors goudron, il faut d'abord être en forme. Première chose, il faut que tu sois en forme. Deuxième chose, il faut que tu aies une bonne lecture de la piste. Et troisième chose, il faut que tu aies une bonne technique. Déjà, si tu as les 2 premières choses, parce que tu as des gens en technique qui sont fabuleux, les mecs, c'est les dieux de l'enduro, mais en lecteur de la piste, ils ont encore des carences. Donc ils prennent des murs, des trucs. Donc si tu es en forme, sans être un athlète, mais bon, tu fumes pas trop, etc., tu as une intelligence de lire la piste, d'anticiper, de descendre une vitesse, etc., et tu apprends un petit peu la technique, tu fais le tour du monde. Bien sûr. Là, justement, sur ce Paris-Tokyo, pardon, quelles sont les zones où il risque d'y avoir un peu de difficulté? Pamir. Puis Mongolie. Oui, Mongolie, oui. Le Mongolie, en gros, tu prends une carte de Mongolie. Il n'y a pas de route, il y a 30 km. Ah non, si, tu as des routes rouges, tu les vois, tu as les routes jaunes, blanches et rouges, et puis tu dis, bon, les routes rouges, on va aller là-dessus, on est tranquille. Non. De Ulaanbaatar, tu as à peu près 200 km de goudron vers l'ouest, tu en as vers le nord, vers la Russie, puis tu en as vers le sud, vers Erenot. Et puis tu en as un petit peu à l'ouest du pays, mais sinon c'est même pas de la piste, c'est des traces. C'est des traces. C'est de la tôle ondulée, c'est cassant. Donc, alors pour vous rendre compte de la Mongolie, je vous invite à regarder le premier épisode de Long Way Up de Ewan McGregor et Charlie Bowman. Vous allez voir un peu la Mongolie. La partie vraiment sur la Mongolie est géniale à regarder. Vous allez voir, c'est complètement. C'est le pays où j'ai eu les plus grandes sensations de liberté. Parce que comme tu n'as pas de piste, c'est des traces. Au moment où tu es dans la steppe, tu montes sur les montagnes, tu descends des montagnes. Et puis il n'y a personne. Parce que c'est plus faible. Et quand tu vas d'un village à un autre village, la façon la plus sûre de ne pas se paumer, parce que c'est facile de se paumer, parce qu'on n'a pas toujours un guide, c'est de suivre les poteaux électriques. Donc tu te mets à 100 mètres à gauche ou à droite des poteaux électriques, en hors-piste, et puis tu suis les poteaux. Et tu arrives au prochain village. Bien sûr. C'est un pays qui m'a toujours attiré. Je pense que dans les voyages qu'on a prévus sur le Road Project, si on peut le faire, on fera la Mongolie dans les priorités. Dans les difficultés, donc tu vas avoir le Pamir, le Tadjikistan, la M41, le Kyrgyzstan, tu as pas mal de pistes. Kazakhstan, tu en as vers le nord-est avec pas mal de tôle ondulée. Puis après la Mongolie, c'est super dur, mais c'est beau. Donc voilà. Et puis la Sibérie, on va avoir des problèmes aussi dans certains endroits. Mais alors, la Sibérie, vous prenez la transsibérienne? En partie. On va sortir un peu, on va essayer d'éviter les grands axes. Bien sûr. Oui, parce que ça roule. On peut pas. Après, on est limité dans le temps. On peut pas non plus faire des grands détours, mais ça peut pas durer 2 ans. Si on va aller dans des villages ou des choses comme ça, forcément, on va sortir des grandes traces. Ça, pareil, ça va être très intéressant à mon avis. La dernière fois que je l'ai fait, c'est longtemps. C'était avec la voiture à vapeur en 92. Et j'ai adoré. La Russie, enfin la Sibérie. J'ai adoré ça. Alors, par contre, les moustiques. Pour la Sibérie, vous pouvez regarder l'épisode de Lolo Cochet, de la Transsibérienne, qu'il avait fait en multistrada, qui est incroyable. Et parce que Lolo, il n'hésite pas à sortir, un peu à aller discuter avec des gens, même s'ils ne se comprennent pas. Et vous vous rendez compte, de la conduite en Russie, du temps, de la chaussée et de la culture. Et finalement, un pays qu'on connaît mal, et les gens ont été super sympas, curieux.
Et finalement, c'est un bon exemple, c'est qu'on arrive à discuter avec un gars qui parle pas la même langue, Les mains, hein. voilà, tous les mains. Je me souviens de ce monsieur dans un village, avec leur regard rieur là, et on se rend compte de la Sibérie qui est méconnue. C'est toujours une vanne. Bah, si tu m'embêtes, je t'enverrai en Sibérie. Ouais. Et Vladivostok, qui est un ancien port militaire. Toujours un port militaire. Ouais, voilà, et qui était un peu la terreur de l'Ouest. Ouais. Et donc c'est sympa d'aller prendre le ferry là-bas quand même. T'imagines? C'est incroyable. Ce qui est génial dans ce. Enfin, génial, pas génial, mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, en tant que voyageur, dans le fait de renverser l'itinéraire du Tokyo-Paris, d'en faire un Paris-Tokyo, c'est qu'en gros, tu dis au revoir à tes copains, tu fermes la porte de chez toi, tu te barres par la route et tu vas le plus loin possible. C'est la plus grande transcontinentale qui existe et c'est la plus belle parce que, enfin, si tu passes par Ukraine, Kazakhstan, Russie, bon, c'est un peu pas tristounet, mais c'est pas très varié. Mais si tu passes par l'Asie centrale, comme on le fait nous, avec cette histoire des civilisations, c'est la plus belle et transcontinentale. Tu as de l'histoire partout, tu as des cultures différentes, et puis surtout, tu comprends rien du début à la fin. Dès que tu sors de la France, tu es en Italie, tu comprends plus rien. Donc, tu es forcément obligé de travailler avec des locaux. Tu as beaucoup d'efforts de communication, et si tu n'as pas un véhicule qui attire ce fameux contact amical avec les gens. Oui, c'est l'avantage de la moto, parce qu'il n'y a pas la barrière de l'habitacle, du pare-brise et de la vitre. Et il y a 1 an et demi, on a fait Bangkok-Paris avec une dizaine de motos ici. Et de Bangkok jusqu'à la frontière française, on comprend rien. Oui, c'est pareil, il y a l'épisode sur la chaîne YouTube. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir sur la chaîne YouTube. Il y a un truc qui est génial aussi, c'est les tutos, mais ça, on va en parler dans une minute. Parce qu'on va vous présenter une autre activité de Eric, qui est en lien bien sûr avec tout ça, dans une minute, le temps qu'on mette des motos, qu'on fasse une mise en scène incroyable. Qu'on se mette tout nu. Non, qu'on se met pas tout nu. Ah bon, tu vas faire ça? Non, il fait trop fort. Alors Eric, là je t'ai rejoint sur une autre Africa Twin. On a parlé des voyages, on a parlé de l'histoire de T3 Aventure. Et derrière nous, là, on a cette bâche qui reprend pas mal des voyages. D'ailleurs, je vous invite à visiter le site t3aventure.fr, c'est ça? C'est t3.fr. t3.fr. Et vous allez voir un peu, les projets. Et puis ce qui s'est passé, il y a pas mal de choses, il y a les liens vers les réseaux sociaux, allez voir, c'est très riche si vous aimez les voyages, si vous aimez les bécanes, c'est vraiment un truc à aller voir. Et il n'y a pas que ça, parce que notre ami Eric, dont on fête la fête le 18 mai d'ailleurs, la Saint-Eric c'est le 18 mai. Très bien. Oui, je travaille avec mes invités. Je l'oublie toujours. J'ai des fiches, blague à part, non, tu as commis, on peut dire, un bouquin qui est très sympa, qui a rencontré son succès, qui s'appelle Le Code de la piste, que tu as fait en partenariat avec Honda, je crois. Voilà, il est là. Ce qui s'est passé, c'est pendant le confinement, le premier confinement d'avril, on s'ennuie un peu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être utile? Et comme je passe mon temps à dire à mes participants, voilà comment on fait pour polluer. Donc j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le Code de la piste, qui est un petit bouquin de 148 pages. Et dedans, on réunit tous les conseils de base qui permettent de passer sans casser avec un trail ou maxi-trail. Alors que ce soit en technique et en comportement aussi. En comportement, en réflexion, il y a un peu de tout et il a beaucoup de succès. Alors, j'en avais fait 1000 exemplaires au début, je me suis dit, bon, si j'en vends 1000, je suis content. Puis là, on a approché 5000 exemplaires. Donc, c'est bien. Ça m'aide, moi, ça m'a aidé à passer l'année 2020 tranquille. Et puis c'est surtout, ça fait plaisir. Donc du coup, on travaille sur la suite, qui sera le code de l'aventure. Où là, c'est un peu les tutos qu'on a fait, mais sur papier. Comment préparer un voyage aventure. Oui, parce que sur la chaîne YouTube, il y a des tutos qui sont en partenariat avec Michelin, qui apprenaient plusieurs techniques, changer une roue dans la pampa, comment charger la moto, comment passer un gué. Piloter à deux. Voilà, c'est assez sympa. Je vous invite à regarder parce que justement j'ai appris des trucs. Le coup du pneu, par contre, moi je pense que je suis incapable. On essaiera. Tu viens l'après-midi ici, je te montre. On essaiera. Tu viens avec ta moto, on change le pneu. Regardez, je vous montre le bouquin. Tu vas le montrer, Le format est sympa. C'est un petit format de poche. Donc le code de la piste, vous le trouvez à la Fnac. Voilà, c'est ça. Sinon sur notre boutique. Sur la boutique, à la Fnac. Et puis Honda dans les concessions Honda. Ils en ont.
Il a bien marché parce que moi, quand j'étais allé chez Japoto, ouais, il y en avait plus. Euh, en plus, certainement que c'est un bouquin que vous pourrez retrouver pendant un moment parce que, à mon avis, il y aura de nouvelles Bah, éditions. là, c'est la deuxième édition. Ouais. On a eu des éditions particulières qui ont été faites avec quelques partenaires qui en ont tiré 500 ou 1000 exemplaires. Ouais. On a des nouveaux partenaires avec qui on travaille, notamment la Mutuelle des Motards, qui souhaite en faire une édition aussi particulière. Ouais, Il y a Michelin qui s'intéresse. Donc, je pense que ça rentre dans on va dire la petite littérature moto française. Oui, je pense que c'est le truc à faire si vous avez. C'est sans prétention, mais ça peut vous aider à partir à l'aventure et revenir en bonne santé. Si vous venez d'acheter une Africa Twin, une Vestrom ou une GS et que vous avez quelques envies de désert de Bardenas par exemple et tout, ou que vous allez, peut-être si vous voulez faire des randos de Cocorico Rando par exemple, si vous faites la Transat Verte ou Paris-Dunkerque. La Vercingétorix. La Vercingétorix, ça c'est des trucs que je vais essayer de faire cette année, enfin je vais essayer de faire. Très bonne équipe. Salut Cocorico. On va parler d'eux d'ailleurs bientôt certainement. Et ben voilà, vous achetez ce petit bouquin qui coûte la modique somme de 12,50. 12,50. Alors 12,50 c'est rien, parce que c'est un paquet de clopes et un café. Ouais, hein, un paquet de clopes, on y arrive. Avec un café. Voilà. C'est ça, et finalement, vous avez 148 pages de culture moto. Et ça peut changer la vie. Ça peut changer la vie. Avant qu'on se quitte, il y a un truc que j'avais vu sur le site, c'était le voyage pour les permis à deux. Ouais. Donc il a été reporté celui-là. Bah oui, 2020, on l'a reporté à 2021. Et alors, le principe de ce voyage? Le principe de ce voyage, c'est que je suis parti d'un postulat qui est le suivant, c'est que quand j'étais jeune, il y a pas mal de gens qui m'ont aidé avec des petits trucs. Pour eux, c'était rien, moi, ça a changé ma vie. Et je me suis dit, si je peux faire la même chose dans mon moto, je vais faire ça. Donc, on prend un voyage existant qui est le Pamir, qui a lieu au mois d'août, par exemple au Kyrgyzstan. Et juste avant, je greffe un autre voyage de 10 jours, qui est l'A2 Tour, qui utilise les véhicules, le staff, le guide, tout ça du Pamir. Donc ça leur coûte un peu moins cher. Et ça permet à des jeunes de partir 10 jours avec leur moto à Kyrgyzstan avec 3000 balles. Pour 3000 balles? Ouais, 3000 balles. Alors c'est un peu de sous, mais c'est quand même le Kyrgyzstan, c'est un pays fabuleux. Effectivement, c'est un peu de sous, mais je veux dire, à échelle de voyage et de machin, c'est quand même. C'est le Kyrgyzstan, c'est vraiment honnête. On met les motos dans un camion, elles partent par la route jusqu'à Bishkek. Oui, on en connaît qui peuvent claquer cette même somme dans une destination à la con. Avoir des whisky coca tout ça fait 3 iPhones. Pour 3 iPhones, t'as un voyage de rêve au Kyrgyzstan. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool de permettre à des permis à deux qui c'est vrai, parfois peuvent se sentir un peu exclus de pas mal de choses. Ça leur met le pied à l'étrier. C'est vrai que les constructeurs font beaucoup d'efforts d'ailleurs pour proposer toujours plus de motos en A2. Là, je pense à BM qui a sorti la 90 qui est compatible. Suzuki, les Vestrom sont compatibles A2. Ouais, puis il y a les formats 350 qui sont en train de sortir. Voilà, Honda, il n'est pas impossible qu'il y ait bientôt une moyenne cylindrée qui sera compatible. C'est pas officiel, mais avec mon grand nez, on vous le dira plus tard. Je le sens bien. Mais dans la gamme Honda, il y a d'autres choses, CB500, le CB650R qui sont en A2. Et l'air de rien, je vous ai fait des articles ou des vidéos dessus. Écoute, Eric, je pense qu'on a fait le tour de la question. Puis j'ai un petit truc à te dire, c'est nous, fin juin, là, on va partir d'ici, puis on va aller à Tokyo. Chiche que tu viens un premier bout jusqu'à Istanbul. Tu viens avec nous jusqu'à Istanbul. Deal. Allez. Bon, les gars. À suivre, hein. On va voir si elle est coucougnette. Je vais venir à Istanbul, puis je ferai des vidéos. C'est pas drôle. En tout cas, merci Eric. Merci, franchement. Là, je fais le genre le gars qui bouge pas, mais je peux vous dire que ça. Donc, on va le faire parce que c'est la chance de ma vie. Et on se retrouvera bientôt. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Et je voulais dédicacer cette vidéo à Hubert Auriol, qui nous a quittés il y a peu de temps et que j'ai apprécié beaucoup. Voilà. À bientôt.